C'est une commande pour célébrer les 40 ans du chœur d'oratorio de Lyon. Ça me fait très plaisir parce que j'ai commencé à chanter avec les chœurs et solistes de Lyon il y a déjà quelques années. Et dans les tout premiers concerts, c'était au sein du chœur d'oratorio de Lyon, parmi les quelques professionnels qui se joignaient à eux dans les productions qui étaient préparées par Catherine Molmeret en vue de rejoindre des concerts de l'Orchestre national de Lyon. Et puis je suis très content d'être associé à eux dans ce moment festif et de commémoration. Moi, je suis chef d'orchestre avec une formation d'instrumentiste et puis j'ai commencé à travailler avec des chanteurs et à un moment donné, je me suis dit, bon, pour comprendre la voix, c'est quand même pas mal d'essayer de chanter soi-même. Et en fait, les premières auditions que j'ai faites en tant que chanteur, en tant que ténor, c'était auprès des chœurs et solistes de Lyon et j'ai commencé à chanter à partir de 2003 avec tous ces chanteurs formidables, professionnels, amateurs, qui sont devenus des amis. Et notamment, il y avait Catherine Molmeret, cette chef de chœur assez incroyable, qui était dévouée corps et âme aux productions des chœurs et solistes de Lyon. Donc oui, on a déjà une petite histoire, un petit vécu artistique sur scène ensemble. Il y a déjà un poème qui est là, et c'était un texte très très beau que Catherine souhaitait voir mis en musique, entendre mis en musique. Après, ce que j'ai imaginé tout de suite, c'est que le chœur d'oratorio de Lyon, il a une vraie histoire avec la musique française, chorale, parce que c'est la ville de Lyon qui a eu toujours des liens très forts entre le répertoire choral et la ville de Lyon. Je pense aux œuvres de Francis Poulenc. La grande partie des œuvres de Poulenc a cappella, c'était écrit pour les chanteurs de Lyon. Il y a les canuts de Cosma. Joseph Cosma, celui des Feuilles Mortes, a dédié un oratorio à cette ville. Donc il y a un lien très fort déjà avec cette ville et le chant choral et l'œuvre chorale. Et donc le rapport au texte et à la poésie. Alors ça m'a beaucoup touché, il n'y a pas de comparaison à faire avec les compositeurs précédents, mais ça m'a beaucoup touché effectivement qu'on se resitue aussi dans cette envie de continuer à faire vivre du mot, du texte et du sens. Alors à partir de là, c'est l'envie de couleur, c'est l'envie effectivement de nappe pour ces très belles voix du chœur d'oratorio. Et je sais que c'est une œuvre qui sera très bien, non pas défendue, mais portée et valorisée. C'est merveilleux de se dire que la destination n'est pas forcément identifiable, que ce qui est important, c'est de se mettre en route. Le chemin, c'est quelque chose qui est fabuleux, quoi. Je vais citer un auteur avec qui j'ai travaillé un petit peu, Henri Beauchot, qui dit « Le plus important, c'est de se mettre en état de faire ». Et je trouve que dans le monde des chanteurs, dans le monde vocal, on trouve beaucoup cet état d'esprit de gens qui ont envie de se mettre en état de faire. Et le voyage, ça incarne ça magnifiquement. Alors, le voyage, c'est aussi quelque chose qui est super, parce qu'on peut l'apprécier une fois qu'on est revenu. Donc il faut aller au bout du voyage, au bout de l'exploration, sur un moment donné, pour mieux revenir et mieux savourer ce qui s'est passé. Et je trouve que la poésie, c'est déjà un voyage en soi. Voyage des mots, voyage des couleurs, voyage des reliefs, de la prosodie. Et je pense que la musique des mots, c'est quelque chose d'assez naturel quand on est chanteur. On a la chance d'avoir ces univers-là à explorer. Donc ouais, je suis très très sensible. Et à la dimension du voyage tout court et à celle du voyage à travers les mots. Une œuvre a cappella, c'est donc une œuvre sans accompagnement instrumental. Ça veut dire que l'œuvre englobe toutes les dimensions verticales, c'est le monde de l'harmonie, horizontale, c'est le monde de la mélodie, et puis donc on parlait tout à l'heure de prosodie et de rythme propre au texte, et je trouve que parvenir à faire vivre une œuvre a cappella, c'est s'approprier toutes les dimensions sonores qui sont autour de nous dans l'univers. Donc c'est un exercice magnifique, qui est déjà presque un exercice mental, je trouve, pour un chœur. Alors il y a des chefs de chœur qui disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de chanter a cappella !» C'est une autre configuration mentale, c'est une autre façon de pénétrer dans le son et de pénétrer dans le langage musical. Et je suis très sensible à ça, parce qu'il y a vraiment tous les chefs-d'œuvre, notamment de la Renaissance, qui étaient principalement pour des œuvres, enfin pour des ensembles a cappella. On pense à Roland de Lassus, on pense à Bird, beaucoup de compositeurs comme ça. Et je trouve que c'est magnifique de ne pas se priver de cette dimension-là, que d'explorer a cappella tout l'aspect sensoriel qui peut se dégager de cette démarche. C'est prendre possession de son corps et d'en faire un espace de résonance. Alors quand il y a le support de l'instrument, il peut y avoir une très belle rencontre, mais je veux dire déjà, soit quand son corps permet que ces résonances partent
à la recherche d'autres résonances, qui sont les autres chanteurs du chœur, il se passe quelque chose, même des fois de fusionnel, hein, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et pour peu que l'espace dans lequel on dédie ces œuvres soit aussi un espace avec une forte spiritualité, on pense bien sûr à une cathédrale, à un temple, mais alors tout se rencontre et tout prend sens. C'est pour ça que je trouve que cette chose de l'a cappella, c'est de l'individu vers le groupe pour mieux revenir vers l'individu. Il y a la rencontre entre ces touristes et ce qu'ils vont rencontrer réellement, y compris des difficultés, y compris, je sais pas, une porte fermée, il y a mauvais temps. Mais en fait, il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire que l'idée préconçue disparaît au profit d'autres choses, de beaucoup plus vraies, de beaucoup plus concret, et puis d'éminemment plus poétique que la propre idée personnelle qu'on se fait d'une destination de voyage. On doit se bagarrer pour aller au-delà de quelque chose qui va nous surprendre, quelque chose qui va nous étonner. Et je trouve que ces voyageurs, c'est un petit peu ce qui leur arrive. C'est ça qui est bien. Ils sont étonnants parce qu'ils se laissent faire aussi. D'abord, si on restitue ce qui se passe dans plein de pays, ne serait-ce qu'en Europe, des pays avec des fortes traditions depuis longtemps de chant choral, les choral society, par exemple en Grande-Bretagne, ou les Musikverein qu'il y a en Allemagne ou en Autriche, c'est des sociétés d'amateurs. Et même le mot philharmonie, aujourd'hui on parle de l'orchestre philharmonique de Vienne, l'orchestre philharmonique de Berlin, c'était des amateurs qui ont fait construire leur propre salle de concert, donc des salles qui sont toujours debout aujourd'hui, hein, si on pense à Amsterdam, à Vienne, etc., et qui au fil du temps se sont professionnalisés. C'est-à-dire que c'est bien une invention quand même du XXe siècle de dire il y a les amateurs d'un côté et les professionnels de l'autre. Ce qui compte, c'est la qualité, l'exigence artistique, technique, vocale, que des amateurs peuvent tout à fait avoir, et la sincérité. C'est-à-dire que ce qui, moi, me plaît énormément quand je travaille avec des amateurs, parce que je continue à travailler avec des amateurs et qui ne pourraient pas en être autrement de toute façon, c'est qu'on est sur un vrai désir qui se reprononce à chaque fois. Le pourquoi et le sens, ça réapparaît tout le temps. Donc fatalement, ça se nourrit d'exigences, ça se nourrit de projets, etc. Je dois dire que des fois, ce n'est pas si simple à réactiver chez les professionnels. Et en tous les cas, c'est des porteurs de sens. Et c'est aussi un très beau ciment social et culturel dans un bassin de vie, dans une ville, sur un territoire, que d'avoir des sociétés d'amateurs avec un A majuscule. Ce sont eux qui aiment et qui se donnent les moyens de faire vivre ce qu'ils aiment. C'est formidable.